Bienvenue aux Actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, bilan des dossiers avec le maire Jean-Guy Bouchard. Retour sur le lab créatique Charlevoix. Des refuges en hauteur aux éboulements. La ferme basque de Charlevoix a de nouveaux propriétaires. Et enfin, l'histoire de la gigue et de Joseph Dufour en livre jeunesse. Bonne émission. Nous avons voulu connaître le développement de certains dossiers à la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Nous avons rencontré le maire Jean-Guy Bouchard. Jean-Guy Bouchard, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à TVCO. Ça fait plaisir. Il y a le lancement de la planification stratégique 2023-2028 qui a été lancé il y a quelques jours, même quelques semaines. En quoi ça consiste? Bien, en fait, on éprouvait le besoin de pouvoir consulter les citoyens en fonction de l'avenir de notre développement dans notre municipalité. Oui. Puis on pense que c'était le bon moment parce qu'il y a déjà eu un dossier de développement stratégique, mais il était quand même rendu à échéance. Okay. Il fallait renouveler pour le mettre à jour sur les 5 prochaines années. Ça nous apparaissait important. Le fait qu'on a beaucoup de projets, puis on veut aussi que les citoyens soient dans le coup pour la consultation, pour qu'ils aient le mot à dire. Et voilà, c'est débuté. On invite les gens finalement à être présents. Il y a un comité qui va se mettre en place, c'est déjà en train de se structurer, pardon. Oui. Et ça va cheminer jusqu'à l'hiver 2023 pour permettre à un moment donné d'avoir une conclusion à laquelle les gens qui ont vraiment certaines spécialités, certaines connaissances aussi, qui peuvent apporter un plus-value en termes d'orientation pour les 5 prochaines années. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de réaliser tout ça. Les gens ont jusqu'au 3 novembre, je pense, pour remplir le formulaire. Exactement. Il y a des formulaires qui sont mis sur le site Internet de la municipalité qui vont permettre, à un moment donné, de rassembler le plus de nombre possible de gens qui veulent s'impliquer et qui veulent avoir le mot à dire dans le développement. On va être à l'écoute. Nous autres, on a des idées déjà qui sont dans des objectifs municipaux, mais on veut aussi les échanger avec les citoyens. Sûrement qu'il va sortir des éléments intéressants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns qui sont vraiment au cœur pour la municipalité de Petite-Rivière? Bien, principalement, c'est l'avenir en termes de projets de développement touristique, l'avenir en fonction aussi du développement pour le massif. Il y a aussi un projet que tout le monde connaît, qui est dans l'air en termes Géolagon. On veut que les gens aussi aient apporté des commentaires. C'est un projet qui est vraiment analysé au moment où on parle. Il n'y a pas de décision de prix, il y a des démarches à faire. Mais on veut aussi que les gens peuvent au moins échanger là-dessus puis voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Tout à fait. On va y revenir au Géolagon. D'abord, c'est sorti dernièrement dans les médias au niveau du Club Med qui va rapporter en taxes à la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François environ 782 000 Est-ce que c'est une bonne chose pour la municipalité? Bien, c'est sûr, comme on dit, quand on parle de croissance économique, puis arrive à un moment donné des développements qui rapportent des budgets considérables, ça vient stabiliser le compte de taxes des citoyens. Enfin, que les citoyens ça les rassure à ce niveau-là parce qu'on a quand même les dépenses augmentent continuellement. Oui, c'est ça. Quand il y a des budgets supplémentaires qui s'ajoutent, après ça, on a aussi à l'intérieur des projets prioritaires qui sont des services à la population. On ne peut pas les énumérer quelques-uns, un système incendie, la mise à jour de certains niveaux d'équipement. Et tout ça fait qu'à un moment donné, que les marges de manœuvre qui se dégagent de façon supplémentaire à nos budgets sont toujours bien appréciées. Puis ce que j'ai aimé dans le dossier, c'est qu'ils sont venus dans un commun accord entre les évaluateurs, finalement, du Club Med et les évaluateurs mandatés par la MRC pour devenir, dans un cadre légal, accepté de part et d'autre. Donc, les budgets qui sont consentis nous donnent une certaine assurance. On connaît antérieurement les surprises, des fois, dans le cas des évaluations où il y a des contestations et que ça peut emmener à ce que des baisses dans les cadres budgétaires, mais dans notre cas, ça donne une certaine assurance. On n'est jamais à l'abri de des contestations en termes de valeur foncière, mais quand les consultants spécialistes en évaluation foncière s'entendent dans un prime abord, ça peut nous rassurer. Oui, tout à fait. Puis ça va aussi permettre à la municipalité, comme vous le dites, d'utiliser cet argent-là pour développer certains aspects. Bien, voilà. Le développement étant
inclus de façon profondément dans notre village. Oui. Il faut aussi s'assurer d'améliorer les services aux citoyens. Le territoire s'agrandit, autant au niveau d'entretien des routes. On est rendu tout près de 45 km de réseau à entretenir l'hiver comme été. Oui. Et on arrive aussi, il faut être en mesure de bien desservir les gens en équipement d'incendie. Et il y a des revendications aussi qui vont venir de part et d'autre. On espère qu'il va y avoir aussi, lors de la consultation du développement stratégique, des demandes un peu plus particulières, peut-être plus prioritaires. Bien, ça nous donne des marges de manœuvre. Ça ne veut pas nécessairement dire d'y aller à large là-dedans. Ça nous emmène une prudence comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher, puis il faut s'assurer que le fonctionnement, le maintien aussi, à flot les budgets municipaux. Mais ça se trouve être des bonnes nouvelles. Tout à fait. Il était censé avoir une séance publique le 4 octobre, le lendemain des élections, pour le Géolagon. Donc, qui allait un peu expliquer le projet, parce que le projet, à l'heure actuelle, pourrait avoir lieu, mais on attend l'étude de faisabilité, entre autres avec la réserve de la biosphère. Est-ce que le conseil municipal a fixé une date? Parce que c'est un peu vous là, qui donnez cette date-là. La première date du 4 octobre, ça n'avait pas été ciblé par nous. Le promoteur avait comme signifié qu'à cette date-là, il était prêt à déposer. Pour nous, on disait on n'était peut-être pas tout à fait prêt parce qu'on a une contre-évaluation qu'on veut faire par la réserve de biosphère. Exact. Ils ont déjà déposé un projet préliminaire d'orientation qu'on ne peut pas dévoiler au moment parce qu'il est trop préliminaire. Oui. Il reste encore des éléments à compléter pour que le rapport soit final. Et parallèlement à ça, on a aussi demandé aux promoteurs de Géolagon de déposer aussi des études là, appropriées par rapport à la géothermie, et ainsi de suite. Il y a encore des combinaisons, finalement, qu'on considère comme importantes dans le fonctionnement. On sait que ce projet-là a le concept un peu particulier puis intéressant à se voir parce qu'il s'autosuffit en termes d'énergie, mais il faut avoir des éléments dans des rapports qui nous confirment que ces éléments-là sont vrais. Parce que M. Mascotte dit et prône là, vraiment que ce sera autonome, donc il n'y aura pas nécessairement besoin d'aller chercher de l'électricité ailleurs, mais il vous manque quand même des preuves là, environnementales. Évidemment que j'ai bien confiance en ce que le promoteur nous avance comme évaluation, mais je trouve qu'évidemment, il faut déposer aussi des éléments d'études qui confirment que l'autosuffisance en énergie va se confirmer à partir des experts qui ont approfondi certains éléments. J'imagine peut-être qu'il les a en main aussi, sûrement, lors de la rencontre publique, parce qu'il y aura sûrement des questions à ce niveau-là. Il y aura aussi la question qui va lier le ministère de l'Environnement par rapport à l'impact. Puis on sait qu'il y a des zones humides dans ce secteur-là, pas parce que les zones humides n'ont pas d'importance, mais il faut être capable de s'ajuster avec le secteur des zones humides. Mais je pense que déjà, il savait, il était au fait que dans l'ensemble du territoire où ce qu'il veut faire son projet, qu'il y avait déjà des zones humides dans ce secteur-là, fait qu'il a placé son projet en fonction du respect de ces secteurs-là. C'est déjà un peu prévu dans son analyse. Il reste à voir jusqu'à quand on peut fixer. Actuellement, où on parle, on ne peut pas nécessairement même arrêter une date parce qu'il y reste encore trop d'éléments à finaliser. Donc, pensez-vous que ce sera avant le début de l'année 2023? Moi, j'espère beaucoup avant les fêtes qu'on peut rencontrer le public puis donner toutes les réponses. On espère toutes les réponses aux questionnements ou nous aider aussi dans l'ensemble, la population en général, de bien comprendre ce projet-là. C'est un concept innovateur en soi. Il n'y a pas personne sur le territoire autour de nous autres, même dans les environs, qui a un concept semblable. Fait que lui, il veut exporter aussi son expertise. C'est tout ça qu'on va connaître aussi à partir de l'analyse qu'on va faire avec les citoyens. Est-ce que, dites-moi, je m'excuse, est-ce que les autres citoyens de Charlevoix seront invités à cette rencontre-là ou ça s'adresse vraiment plutôt aux citoyens là, de Petite-Rivière? Non, je pense que, écoutez, c'est des gens qui veulent y assister, ça va être possible. Je pense que c'est monsieur, madame, tout le monde, qui souvent, peut-être, ont apporté des commentaires en disant « on pense qu'on n'est pas d'accord avec le projet », mais dans certains cas, souvent, il n'y avait pas toute l'information pour vraiment apporter des commentaires ou se positionner contre le projet. Et là, ça va permettre peut-être à monsieur, madame, tout le monde d'en connaître un peu plus, puis dire « finalement, c'était pas si pire que ça, ou c'est ci, ou c'est ça ». On aura les éléments en main pour pouvoir prendre une décision de façon plus éclairée. Exactement. En terminant, M. Bouchard, au niveau du logement abordable, on sait qu'il y a un projet là, à Petite-Rivière-Saint-François. Où en est rendu ce projet-là? Les travaux, est-ce qu'ils ont commencé? Savez-vous un peu à quoi ça ressemble?
On n'est pas rendu à l'étape des travaux. Et naturellement, ce qu'on a fait, on a mis à jour aussi la corporation, parce qu'il faut aussi que ça soit géré par une corporation à but non lucratif qu'on appelle les Habitations de Petite-Rivière. C'est un comité de bénévoles qui vont siéger. Là, il est sûr, comme on dit, ils ne s'étaient pas réunis depuis un certain temps. Fait que cette semaine, on a eu l'Assemblée générale pour reconfirmer les administrateurs. Puis nous, c'est un peu la main droite que la municipalité va se servir pour la gestion des loyers. À la partie technique, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais déjà là, dans la machine gouvernementale dans laquelle l'analyse est faite, le projet est bien aligné. Il a fait déjà l'objet de liens avec le comité aviseur. Oui. Maintenant, le fait qu'il y a quand même pas mal de monde, des architectes et tout, sont en train de faire le lien. Mais on souhaite grandement que d'ici le printemps 2023, qu'on peut aller en appel d'offres. Okay. Mais oui, on a un appel d'offres pour la construction. Les budgets qui étaient manquants ont été confirmés. Ça fait que donc, à ce moment-là, on souhaite avoir, si on va dans ces étapes-là, avoir une soumission quand même qui rentre dans le cadre budgétaire. Sinon, il faudra voir comment est-ce qu'on peut articuler pour terminer ce projet-là. Et à un moment où on parle, il est très bien aligné pour permettre qu'au pire, 2024, que les travaux soit commencé et presque terminé. On le souhaite. OK. Donc, on parle vraiment d'un 2 ans. Là. Oui, exactement, pour que ça va bien, parce qu'il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. C'est quand on arrive dans l'analyse de ça, il y a tout un comité gouvernemental, puis les questions, les plans d'affaires, ainsi de suite. Ça a déjà été fait, mais ils veulent souvent le mettre à jour parce qu'on a eu une période de pandémie où il n'y a plus rien de ça qui a fonctionné. Exact. On a eu une période où, à un moment donné, on a dit s'il n'y a pas de budget supplémentaire, on ne peut pas réaliser le projet. Maintenant, tout ça est derrière nous. Maintenant, il faut aller de l'avant. Et ça peut peut-être retarder l'échéancier, mais on souhaite que dans les périodes de 2023 et au pire 2024, ça soit vraiment complété. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard. On continue à suivre ça, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Six mois après le Lab créatique Charlevoix tenu en avril dernier, les participants se sont réunis à nouveau pour faire le point et dresser un bilan de leur expérience. Voici le compte-rendu. Ça peut être vraiment le genre de projet qui embarque. Le 27 octobre dernier, les organisateurs du Lab créatique Charlevoix ont invité les entrepreneurs participants à échanger sur leurs projets d'économie sociale. Le conseiller en développement régional du pôle de la capitale nationale, Pierre Lantier, est satisfait du bilan. En fait, on avait des objectifs de réseautage, de maillage, d'attirer des gens, des promoteurs à venir s'exprimer ensemble pour favoriser l'intelligence collective. Et c'était pleinement atteint. En fait, on a eu près de 40 personnes qui sont venues, 24 projets qui ont été déposés. D'abord, ça en soi, c'est une réussite pour nous. Et puis, de ça, encore des projets actuellement. Il y a plus de 50 % qui sont actifs. Et puis, il y a 6 projets qui sont en accompagnement. Donc, pour nous, il y a vraiment un accompagnement qui a suivi le Lab créatique. Alors, à ce compte-ci, pour l'instant, nous, on a rempli nos objectifs à 100 %. D'après moi, ça va faire partie de la réponse. Les deux MRC ont joué un rôle important dans l'organisation de l'événement. Donc, le pôle est venu nous voir pour créer un événement d'émergence d'entreprises à impact social et d'entreprises d'économie sociale aussi dans la région de Charlevoix. Donc, il y a quand même beaucoup d'entreprises d'économie sociale dans la région ici. Donc, on était des partenaires naturels pour le pôle pour créer un événement comme ça, pour favoriser qu'il y ait des nouvelles entreprises qui aient un impact important dans notre communauté. Pour le promoteur et producteur maraîcher Serge Bouchard, le Lab créatique représente un véritable catalyseur pour son projet de marché mobile. Notre concept, à la base, ça serait comme un camion qui arriverait avec des tentes, puis des tables, puis ça serait comme les marchés publics qu'on peut voir à Malbaie ou à Baie-Saint-Paul, mais en plus petit. Éventuellement, il y aura peut-être des artisans qui joindraient avec nous autres, mais ça va dépendre de l'évolution du projet, de la réception au niveau des municipalités, puis comment le tout va s'organiser dans les années futures. On espère beaucoup commencer en 2023, faire quelques municipalités, puis après ça, on va pouvoir peut-être agrandir ou bonifier l'offre, puis espérer que chacun y trouvera son compte, puis que la population va apprécier ce nouveau service. Sans la bourse Innovation Desjardins, offerte dans le cadre du Lab créatique, l'idée de M. Bouchard n'aurait sans doute jamais vu le jour aussi rapidement. Puis gagner la bourse, ça a été comme le coup de pouce qui nous manquait, ou en tout cas, ça a été comme la concrétisation, même si c'est pas encore réalisé, là, comme la
concrétisation du rêve. C'est comme si que ce qu'on avait pensé, ça avait de l'allure, puis qu'on pouvait aller de l'avant. Ça a été vraiment très formateur et aussi très motivant là, pour essayer de tout mettre en place, là, de prendre nos idées, puis d'essayer d'avancer, puis d'essayer de voir qu'est-ce que possibilités qu'il y avait. Ça nous a permis de nous structurer. Puis à partir du moment qu'on a gagné la bourse, bien, on s'est impliqué au niveau des MRC. On a parlé avec les responsables du développement économique des 2 MRC. Puis on est en train de monter le projet. Puis ça nous a donné vraiment une belle aire d'aller. Les retombées sont significatives et l'événement pourrait revenir dans la région au printemps 2024. Bien, c'est sûr que la formule a été super intéressante. Il y a eu une belle réponse de la population, puis des participants, même les partenaires en développement économique. On a aimé cette formule-là qui est intensive. On vise sur l'innovation, l'inspiration, puis on aide à faire émerger de nouvelles idées. Fait que c'est sûr qu'on va utiliser soit le même format sur 4 jours ou des formats sur des journées, sur des thématiques plus précises, mais c'est clairement un outil intéressant pour susciter des nouveaux projets. On s'implique davantage. On a des partenariats à développer au niveau de la Chambre de commerce de Charlevoix également, plus proche également de la MRC. On peut faire le rayonnement de l'économie sociale. Alors, le Lab créatique a été une porte d'entrée finalement dans les régions pour nous, pour sensibiliser davantage les gens à l'économie sociale. Le projet Au refuge voit finalement le jour sur le rang Sainte-Catherine aux Éboulements. Nous avons rencontré sur place le copropriétaire, Steve Orman. L'offre de prêt à camper Au refuge est l'aboutissement d'un rêve imaginé il y a près de 15 ans par Steve Orman et sa conjointe. On s'est dit un jour qu'il fallait le commencer, le rêve. Fait qu'on a décidé on a trouvé un endroit, on trouvait à Charlevoix magnifique. Fait qu'on a décidé d'acheter un grand terrain ici. Nous, on est natifs de Saint-Colomban, dans les Laurentides. Puis c'est ça, on a magasiné les terrains, on a tombé en amour avec les Éboulements dans une belle région dans Charlevoix. On a décidé de faire le grand saut il y a 2 ans. La famille s'est installée dans la région pour d'abord choisir le terrain et y bâtir des chalets en hauteur. On a commencé la construction ce printemps. Nous, notre modèle, c'est un modèle pour les couples, mais aussi familial. Tous les refuges sont pour 6 personnes, 4 adultes maximum. Tu as tout le nécessaire pour la nourriture, pour te faire à manger dans tous les refuges. Il y a un frigidaire, il y a 2 lits doubles, des lits superposés. Leur but est d'offrir une expérience immersive dans la forêt. Dans le fond, on voulait faire vivre la cabane dans les airs de notre enfance un petit peu. Fait qu'on voulait faire revivre un peu cette expérience-là, puis en même temps de le faire profiter aussi à les enfants qui viennent ici. C'est pour ça aussi qu'on a rajouté des glissades sur les refuges. Dans nos projets futurs, on pense faire un bloc sanitaire pour le printemps prochain. On veut ajouter aussi un parc. On veut aussi mettre un genre de bâtiment principal que si vous êtes plusieurs couples, plusieurs familles à faire, bien, ça serait une place pour se réunir le soir pour te faire à souper, pour pouvoir profiter aussi avec les autres personnes. Dès leur arrivée sur place, les clients sont appelés à décrocher, puisqu'ils doivent se rendre au refuge sans leur véhicule. Il y a un numéro de téléphone, puis on installe aussi un walkie-talkie pour l'instant. Fait que vous nous contactez de même. Nous autres, on vous donne une clé, on vous explique comment c'est les lieux. Il y a des buggy pour amener vos bagages. Puis il y a un petit chemin à faire. Ça prend à peu près 5 à 10 minutes pour se rendre à votre habitation. L'ouverture officielle a eu lieu le 16 octobre dernier. L'originalité du site a fait réagir. Ça a super bien été. Les commentaires, c'était super positif. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Il y a au moins 150 personnes qui sont venues. Non, on a été vraiment satisfaits. On avait des jeux gonflables aussi. Fait que tout le monde a été satisfait. Il est possible de réserver sa place dès maintenant en passant par la page web de l'entreprise ou encore par les réseaux sociaux. La
La ferme basque de Charlevoix, bien connue dans la région, mais également ailleurs au Québec, a changé de propriétaire. Nous les avons rencontrés. Voici le reportage. L'histoire d'amour se poursuit avec la ferme basque de Charlevoix. La copropriétaire Vicky Dorval explique. C'est vraiment un projet familial, que nous, on a 4 enfants entre 5 et 12 ans qui ont été élevés sur la ferme. Fait qu'on était habitués à ce mode de vie-là. Je les ai élevés comme ça. Fait qu'on s'ennuyait un peu toutes de l'agriculture. Puis notre but premier, c'était pas de changer de région. Mais on s'était dit, on trouvait pas dans notre coin qu'est-ce qui nous... Il fallait avoir il fallait vouloir, il fallait avoir un coup de cœur, un feeling. Fait qu'on a élargi nos recherches. On a dit, c'est beau, on est prêt à faire 2 heures de route pour nos familles. Fait que ça nous mettait du Saguenay-Lac-Saint-Jean à 2 heures de route. Mais quand on a vu l'annonce, en tout cas, de la ferme basque, toutes les deux, systématiquement, on a fait « Hein? » Bien là, ça nous cadre complètement. C'est ça qu'on veut, puis c'est là qu'on veut aller. L'expérience du couple leur a permis de tisser un lien de confiance avec les vendeurs qui ont démarré le projet en 2002. Je pense que systématiquement, avec Jean-Jacques puis Isabelle, ils ont eu confiance en nous autres. On arrivait avec un bagage. On connaît l'agriculture, on connaît la gestion, on est passionnés. Je pense que le lien de confiance, c'est quand même fait facilement. Puis je pense que c'est important dans des transactions comme ça parce que les fondateurs, ils n'arrêtent pas parce qu'ils n'aiment plus ça, là. Fait que ça, c'est vraiment important. Ce qui attend Philippe Boilly et Vicky Dorval comme défi n'est pas une mince affaire. Ils souhaitent poursuivre dans le même sens que leurs prédécesseurs et continuer d'offrir des produits haut de gamme. Mais c'est de conserver la qualité, puis le service client qui était ici, bien, c'est déjà que les gens voient un nouveau visage. C'est important qu'au moins leur expérience de magasinage, parce qu'ici, quand on rentre, on ne dirait pas qu'on est au village. C'est une dynamique, c'est comme un petit cocon. Je pense qu'il y a des choses comme ça qu'il ne faut pas qu'ils changent. L'équipe reste la même, avec les connaissances et l'expérience acquises au fil des ans. On est chanceux, là, la ferme basque a des excellents employés. C'est des gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont ici, connaissent les recettes. Il y a Isabelle qui est là pour s'assurer que tout ça transmette bien, là, les recettes, les procédés, puis tout ça. Fait que je pense que cette base solide-là n'est pas à négliger. Dans un avenir rapproché, la production pourrait changer. Vicky Dorval souhaite mettre l'emphase sur la production artisanale et le bien-être de ses canards. C'est certain qu'on prévoit une petite augmentation de cheptel, mais moi, je reste à la production artisanale. Je veux pas devenir... je veux que ça reste familial, puis que les gens soient capables d'avoir le même sentiment d'appartenance, puis la clientèle, comme je parlais tout à l'heure, ça reste important. Je crois qu'on est capable d'optimiser et de maximiser certaines choses pour être capable de produire un petit peu plus de canards. Mais c'est pas nécessairement pour aller chercher une clientèle en dehors de la région. Le couple de nouveaux copropriétaires à la ferme basque de Charlevoix est impatient de faire la rencontre des visiteurs locaux et saisonniers. L'auteur Colombe Dufour lance son nouveau livre, qui est un conte biographique, Zillon le champion, avec une préface signée Caroline Desbiens. Nous l'avons rencontré. Voici l'entrevue. Colombe Dufour, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. à PVCO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, vraiment. C'est très apprécié. Merci beaucoup. C'est le lancement de votre dernier livre, Zillon le champion, oui, qui parle vraiment de Zillon, qui était votre père, Joseph Dufour. Oui, c'était mon père. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la sortie de ce livre-là?
Bien, ça représente le murmure dans ma tête Oui. qui est là depuis plusieurs années. Et surtout depuis qu'il est apparu sur le moulin à images en 2008. C'est ça. C'était comme un peu la récompense de tous ces efforts d'une vie qu'il avait fait. Et puis, je me disais un jour, comme ma démarche au niveau littéraire, c'était de mettre en lumière des lieux et des personnages inspirants. Oui. Alors, mon premier personnage dans la suite, finalement, c'est mon père. Je trouvais que c'était vraiment, ça valait la peine. Son parcours est assez singulier, est assez, mon Dieu, il méritait d'être mis en lumière, puis aussi d'être cité un exemple, Oui. comme une personne qui était très persévérante. Oui. Alors, Très travaillante aussi. oui. En résumé, l'histoire, Oui. c'est vraiment... Oui. on le voit ici, qui était Oui. un multiple talent, il pouvait jouer du violon comme il pouvait jouer de l'aiguine, Oui. mais aussi il giguait, Oui. qui est un type de danse qu'on voit peut-être de moins en moins, là, si je peux dire, aujourd'hui. Est-ce Oui. que ça faisait aussi partie de votre désir dans ce livre-là de transmettre un peu cet héritage-là? Certainement. Alors, c'est un peu notre patrimoine, hein? Oui. Ça fait partie de notre culture, la gigue. Et puis, je vous dirais qu'avec Révolution, l'émission où Oui. il y a plusieurs danseurs, je trouvais que la gigue pouvait aussi être renaître pour faire savoir aux jeunes et au moins, mais les plus vieux vont s'en rappeler Oui. de la gigue, mais les jeunes vont pouvoir, on va faire connaissance avec ce type de danse-là et peut-être, pourquoi pas, la danser. Parce qu'il y a des groupes folkloriques qui de plus en plus... Oui, qui reviennent, ça revient à la mode. Reviennent, et puis c'est ça. Alors, pour moi, c'était important, et puis je trouve ça... ça permet aussi de mettre naturellement la vie de mon père en lumière, mais de remettre la gigue au goût du jour. Parce qu'on parle vraiment de Joseph Dufour à l'Île aux Coudres, qui est né à l'Île aux Coudres, qui a vécu à l'Île aux Coudres une partie de sa vie, mais ensuite qui doit quitter parce que vous étiez une grande famille. Oui. Vous faisiez partie des grandes familles du Québec et vous êtes déménagé à Saint-Lauzon. Saint-Lambert de Lauzon. Oui, c'est ça, en 1958. Mon père a vécu 45 ans à l'Île aux Coudres, puis 16 ans à Saint-Lambert. Oui. Alors, sa formation de base, c'est plutôt marsouine. Exact. Mais c'est ça, donc on a dû quitter pour acheter une ferme beaucoup plus grande pour répondre aux besoins de la famille. On était 11 à la table, quand même... c'était fréquent à l'époque, mais quand même, nous, la terre était trop petite pour répondre aux besoins. Puis on voit vraiment tout au long de l'histoire, les paroles, parfois, s'adressent peut-être un peu plus aux adultes, mais les images qui sont réalisées par Kim Veilleux sont très, très ludiques. Oui. Moi, quand j'ai lu ça, je voyais un parent ou un adulte raconter l'histoire à un enfant. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous l'avez conçu? Oui. Alors, le défi, c'était vraiment d'aménager et le texte et les images pour qu'ils conviennent autant aux jeunes qu'aux adultes. C'est ça. Alors, si je vous entends bien, j'ai réussi. Oui! Mission accomplie. Mission accomplie, oui. Et vous en avez fait combien des livres comme ça, de personnages marquants? On en a plusieurs ici sur la table. Vous en avez fait combien au total? En fait, c'est le premier personnage marquant. OK. Les autres livres, j'en ai, avec celui-ci, ça fait 6. De la série, il y en a 4. On découvre des lieux. OK. Là, le 5e, on découvre un personnage. Alors moi, mon projet, ma mission de vie, jusqu'à temps que je sois capable de le faire, c'était de faire découvrir des lieux et des personnages. Alors, des lieux, il y en a. Hein? Plusieurs. Alors, je suis déjà dans le prochain, là, et j'ai trouvé plusieurs lieux même. Okay. Alors, ça se trouve être le 6e. Toutefois, il y en a un qui est hors série, et c'est Le cadeau du vieil homme blanc, qui, lui, est un conte plus philosophique, parce que j'ai étudié un petit peu en philosophie. Okay. Puis ça s'appelle Le cadeau du vieil homme blanc. Alors, c'est un conte pour les plus petits, à partir de 5 ans, où on se questionne à savoir qu'est-ce que c'est qu'un cadeau qui n'est pas nécessairement emballé, qu'on retrouve sous le sapin.
Alors, avec une chanson, parce que tous mes livres ont au moins une chanson parce que à télécharger. Vous êtes chanteuse, interprète, en plus d'être auteure, plusieurs cordes à votre arc. Ça a été mon gagne-pain toute ma vie. Okay. Maintenant, je fais un peu moins de concerts. J'en fais encore pour les personnes malades. Alors, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, j'en fais encore. À l'occasion, si on insiste, j'y vais pour des associations, tout ça, mais de moins en moins parce que l'écriture prend de plus en plus de place. Oui, j'imagine. C'est toujours inspirant, c'est toujours aussi peut-être plus facile d'écrire que de chanter. Ah, mais ça demande moins d'énergie. C'est différent. C'est très différent. Ça demande beaucoup de discipline aussi. Donc, c'est ça. Alors, c'est chaque livre, comme dans Zion, j'ai mis aussi une chanson qui fait partie de mon album Escapade, qui s'appelle Histoire sans fin, parce que la vie, même après la mort, c'est comme une histoire sans fin. Les gens qui nous quittent, les gens qu'on a aimés, nous laissent avec leur amour, avec leur talent qu'ils nous ont exprimé, qu'ils nous ont partagé. Alors, tous mes livres ont des chansons. Et je suis contente de ça parce que c'est quand même assez original comme proposition. Tout à fait. Et, Madame Dufour, le livre, donc Zion, le champion, les gens pourront vous rencontrer à Baie-Saint-Paul, au marché de Noël, pour vous rencontrer vous, mais également voir le livre, l'acheter peut-être? À l'acheter, absolument. Ils pourront se procurer Zion et tous mes livres. Okay. Je serai présente au marché de Noël les 2 fins de semaine, alors les 2, 3, 4, 8, 9, 10 décembre, au Carrefour culturel Paul Médric. Et ça fait la 3e année d'ailleurs que j'y participe. Okay. Cette année, j'ai la chance de proposer Zion. Puis, beaucoup de personnes m'en ont parlé, comme l'année dernière, quand j'ai fait le marché. Des gens venaient, « Ah, la fille de Zion! » Alors, la fille de Zion, on m'en parle encore quand je vais à l'île aux Coudres. Alors, il était vraiment, c'était un personnage, il était connu par sa gigue, par la justesse et ses envolées assez spéciaux, là, assez spéciales. Et puis, naturellement, le moulin à images, c'est venu. J'ai eu d'ailleurs, j'ai pu obtenir la séquence du moulin à images, laquelle est à télécharger également dans le livre. Donc, on peut l'observer. Vous pouvez l'avoir 15 secondes de tout son long. Wow. Alors, Robert Lepage et Ex Machina ont gentiment accepté de me partager cette séquence. Alors, c'était pour moi le summum, là, quand j'ai fini l'écriture. J'ai dit, mon Dieu, il faut que j'obtienne ça. Absolument. Ça a fonctionné. J'en suis très heureuse. On invite les gens, en tout cas, à découvrir vos livres, mais également à lire Zion le champion. Merci beaucoup, Colombe Dufour. Merci de m'avoir reçue. À la prochaine. C'est tout pour ce bulletin. J'espère que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.